Bonjour à tous les habitants de Nang Prado. À vous qui venez pour la cérémonie d'habillage du Bouddha Ong Bak, notre bienfaiteur à tous, à l'occasion de la nouvelle saison. Cette cérémonie est très importante puisqu'elle annonce la grande fête d'Ong Bak qui se tiendra dans 7 jours et qui n'a lieu qu'une fois tous les 24 ans. Nous serons tous réunis pour honorer Bouddha et pour lui demander que la paix et la prospérité règnent à nouveau sur notre village. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 27e épisode de Hiking dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Oui, j'ai pris une voix comme ça pour faire ma présentation. Salut mon petit Dias, comment ça va ? Eh ben ça va super. On dirait une imitation ratée de Arnold Schwarzenegger. Mais bref, on fout de Stallone. Ça n'a rien à voir en plus. Bah bref, c'est bon, écoute. Mais oui, ça va super. Je vais très très bien. Je suis très content encore une fois d'être là. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à Fist of Legend. Oui. On a pris un énorme kiff à enregistrer cet épisode. Et au moment où on enregistre, on n'a pas encore les résultats du concours parce que, comme vous le dites, vous le savez, on fait un petit peu on enregistre un peu des épisodes à l'avance pour être un peu tranquille et se consacrer à d'autres trucs derrière. Ouais. Mais voilà. À la poterie d'ailleurs. Ah bon ? Ouais, ça m'arrive de temps en temps de pratiquer la poterie. D'accord. Et t'as d'autres passe-temps de merde comme ça ou ça va ? La couture. Je n'ai rien contre la poterie. Fan de poterie, ne m'en voulez pas. C'est une vanne, je précise. Hein, voilà. Je ne vais pas m'attirer les foudres des fans de poterie. Donc voilà. Hein, restons soft. On est un podcast bienveillant qui accueille tout le monde et qui accepte tout le monde. Voilà. J'arrête. Vas-y. Bon, avant de commencer cet épisode de casqué, nous allons répéter le concept. Oh oui, ouais, pas mal celle-là. Elle est technique celle-là. Elle est technique. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon mon cher Seb, aujourd'hui, on va mettre un peu les pieds dans le plat en avouant que le film dont on va parler nous a quelque peu déçus à la revoyure. Revoyure très compliquée. Nous allons parler de Ong Bak. Est-ce qu'on pourrait dire que ce film n'est pas comme le bon vin ? Il vieillit pas bien là, pour le coup. Ah non, totalement. Donc on va parler de Ong Bak de Prachia Pikao. Et tout de suite, la bande-annonce. Cette année, le gagnant est le jeune Ding. Ah! Cet escroc de Don nous a dérobé la tête du Bouddha Ong Bak. Si nous ne la remettons pas à sa place au plus vite, ce sera la misère pour notre village. Je retrouverai la tête d'Ong Bak et je la rapporterai. Rapporte Ong Bak. À présent, les gens de Nang Prado ont foi en toi. Ne les trahis pas.
On back. Démerde-toi. Bah écoute, je vais essayer de dire des choses sur On Back. Hein. On Back, c'est un film sorti en 2003 dans les salles. On a eu la chance de la voir en France. C'est un film qui a créé en fait un buzz énorme. Je me souviens, beaucoup de magazines en parlaient. Il y avait des affiches, il y avait des documentaires, il y avait des interviews. On nous annonçait le nouveau Bruce Lee à l'époque pour Tony Jaa. Le long métrage a rapporté 20 millions de dollars dans le monde entier pour un budget avoisinant les 1 million de dollars. Donc c'est le gros succès pour On Back. Ça se voit. Pourtant, ce n'est pas... Alors, il fait partie des gros succès en Thaïlande, pardon, mais ce n'est pas le plus gros succès au Thaïlande. C'est, dis-moi, toi qui connais un peu les films d'arts martiaux, quel est le film qui a le plus cartonné en Thaïlande? Est-ce que c'est un film thaïlandais ou on parle bien d'un film thaïlandais? On parle d'un film thaïlandais. D'accord. Un film thaïlandais. On Back 3? Non, je déconne. Non. Non, je l'ai pas. Vas-y. Eh ben, L'Honneur du Dragon. Ok. D'accord. Voilà. Et du coup, je vais te laisser la patate chaude avant de continuer un peu la genèse de ce film. Je vais te laisser parler finalement du film, mon cher Seb. De quoi parle On Back? Alors, avant ça, ce mec qui va essayer de prendre des détours pour pas se coller ce synopsis infâme. Moi, j'aimerais juste rappeler, et là, j'invite les auditeurs à me dire s'ils ont un peu ce même passif avec ce film-là. J'ai la sensation que moi, ce film, On Back, c'était un des films, un des plus piratés à l'époque, où les DivX tournaient le plus en fait. Tu sais, on ne sait pas bien de dire ça maintenant, hein. Mais avant que ça sorte et tout, je sais qu'il y avait quand même pas mal de copies. C'est un film qui avait leaké, tu vois, pas mal de copies qui circulaient en fait sur le dark web. Non, c'est pas vrai, mais sur Emule, voilà. À l'époque, c'était quoi je sais plus comment ça s'appelait ces logiciels. Casa. Bon, il y avait Emule, mais il y avait plein Casa, d'autres en fait. Casa, oui, Casa, c'est vrai. Et en fait, le fichier qui traînait, il y avait un gros souci de mixage sonore, puisque je ne sais pas si tu as eu cette occasion de l'avoir entre les mains. Bon, au-delà du fait d'avoir une qualité DivX un peu merdique, hein, faut se le dire, on avait aussi un son qui n'était pas hyper bien mixé, ce qui fait que on n'entendait pas l'impact des coups. Et je pense que c'est un film aussi, on y reviendra tout à l'heure, qui avait une volonté de ne pas suramplifier les coups portés et d'essayer d'avoir un bruit de coup un peu réaliste, ce qui au cinéma en fait a un rendu un peu chelou, et on en parlera tout à l'heure. Ça joue énormément sur le rythme du film. De quoi parle Ong Bak? Alors, Ong Bak, on suit le personnage de Tony Jaa qui s'appelle Ting, qui est originaire en fait du village de Nang Pradou. Voilà, c'est des trucs qu'on retient souvent parce que ce village-là est répété je ne sais pas combien de fois dans le film. Et en fait, il va se passer un événement dans ce village. Il y a en fait la tête de Bouddha qui a été dérobée. Et en fait, cette tête en fait est un peu la statue de Bouddha dans le village est un peu c'est l'aura protectrice du village qui permet en fait au village de continuer à avoir de l'eau, des récoltes et compagnie. Et puis là, comme par hasard, la tête disparaît et forcément le village sombre dans la sécheresse. Enfin voilà, il se passe tous les grands malheurs, tous les grands maux du monde dans ce village abattu parce que la tête de Bouddha a disparu. Et donc, Ting, qui est c'est une sorte de apprenti moine, dans le film, je crois. C'est ça, il me semble, de mémoire. Qui va être missionné pour aller récupérer la tête de Bouddha qui se trouve à Bangkok. Et en fait, ce qui va donner un peu lieu à une espèce de le campagnard qui arrive à la ville. Hein, voilà, ce cliché-là, vous allez en avoir à toutes les sauces. Hein. Et puis forcément, le petit Tony Jaa, le petit Ting est un spécialiste du Muay Thai traditionnel. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, il va nous montrer toutes ses capacités pour aller récupérer la tête de Bouddha. Et voilà, j'ai simplifié, mais faut se dire que quand vous regardez le film, quand même, le scénario se complexifie beaucoup la vie pour pas grand-chose, mais ça, on vous le dira dans notre avis. Le Muay Thai que je t'ai transmis et enseigné, je te demande instamment
de ne pas en faire usage. Est-ce que tu m'as bien compris, Ting? Oui, je saurais m'en souvenir. Bien. En plus de ça, on va ajouter une petite touche française, puisque pourquoi le film a bénéficié d'une large couverture médiatique? Parce qu'il y avait Tonton Besson qui était derrière. Et oui, c'est EuropaCorp qui a distribué en fait le film en France et en Europe. Et pour cela, Tonton Besson, il a dit il faut faire un remontage. Donc en fait, le film perd 3 minutes de son montage international. Et du coup, il va a priori mettre un peu d'action, un peu de rapidité dans le montage français et européen. Du coup, on va se retrouver en fait avec un film qui est... tu sais très bien que c'est un EuropaCorp. Tu vois que c'est comme si tu regardais Taxi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les musiques qui vont avec. Alors, et puis t'as des plans ou des accélérations ou des situations un peu grotesques et tu te dis, ok, ouais, donc ça c'est le remontage qui a fait ça. Donc c'est mauvais. On va pas se mentir. Déflore pas ton avis, mon petit Jazz. Là, t'es déjà en train de défoncer le film, on n'y est pas encore. Je ne défonce pas le film. Non, je défonce pas le film. L'épisode va durer 20 minutes. Hein. De toute façon, je vais pas. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais au-delà de ça, on reconnaît quand même la patte Besson, on reconnaît les musiques, c'est affreux, et du coup, le film. Pour rappel, c'est un immense succès pour EuropaCorp, puisque à l'époque, le film interdit en 12 ans, attention, hein, quand il sort, il est interdit en 12 ans, il fait 900 000 entrées en France. Il y a eu un effet de buzz en fait qui fait que les gens à l'époque se sont rués dessus parce que la campagne marketing a très très bien marché. Il y a eu beaucoup de teasers sur internet, je te dis, le film a leaké, donc comme les copies étaient pas ouf, on s'est tous rués pour le voir sur grand écran parce que... en fait, faut se le dire, Tony Jaa, c'est avant tout un artiste martial plus qu'un acteur. Il sait pas jouer, hein, il joue comme une patate, et même aujourd'hui, il sait toujours pas jouer. Quand il tente de parler anglais, je vous invite à l'écouter parler anglais, c'est une catastrophe. Mais pour autant, c'est un putain d'artiste martial, on y reviendra. C'est peut-être la seule qualité du film, c'est que le mec se bat bien, il fait des trucs assez ouf quand même. Mais... il y a, on vous le redira à notre avis, il y a une espèce de décalage entre l'intention du bonhomme et le film, le rendu final. Donc voilà, mais ouais, on peut s'intéresser rapidement. Je vais te retendre une perche parce que je vois que t'as tellement envie de défoncer le film que tu brûles notre fil conducteur. Donc je vais me permettre de te recadrer et te remettre une petite perche en te disant, mais est-ce qu'on s'intéresserait pas un peu à cette carrière de ce bon vieux Tony Jaa qui a une carrière incroyable, on peut le dire, n'est-ce pas? Attends. Avant toute chose, est-ce qu'on s'intéresserait pas à la musique de fin? Ah mais non, putain, s'il te plaît, c'est un traumatisme, et là il faut qu'on en reparle. Oui, bon, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Excellent succès. Alors, on peut se dire, il y a le feu. Ouais, vas-y, mon Dieu. Non, mais il faut le dire, gros succès au top 50. C'est deux jeunes Nantais qui chantent la BO finale, Je reste ghetto, de Tragédie. Allez-y les mecs, franchement, allez-y. Regardez sur YouTube le clip, moi je l'avais complètement zappé. Les mecs sont ridicules. Mon Dieu. C'est une tragédie. Ah oui, le malaise. C'est une tragédie. Oui. Et bien évidemment, on vous invite pas à l'écouter, mais on va vous le mettre dans les oreilles. Hein. On n'est pas les seuls à souffrir, les gars. Hein. Vous allez entendre en arrière-plan Je reste ghetto de Tragédie. Et ça, c'est cadeau. Hein. Comme ça, c'est cadeau. On est généreux ici. On est généreux. Et alors, pour combler le tout, parce que bon, voilà, la musique, elle est ce qu'elle est. On a un clip qui est catastrophique, mais c'est réalisé par qui le clip? Par un des pires réalisateurs de chez EuropaCorp, Olivier Mégaton. C'est vraiment... Et si un jour Olivier Mégaton écoute notre podcast, moi je l'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, mec, arrête le cinéma. Voilà, il faut arrêter.
Mais c'est atroce. Mais c'est atroce. Donc voilà. Ouais. Ben, écoute, on va parler de Tony Jaa. Est-ce que tu peux me parler de son art martial? Ouais, alors avant son art martial, on s'attarde un petit peu rapidement sur vite fait sur sa carrière quand même. Ouais, encore une fois, moi, pour préparer l'émission, j'avais regardé, donc il a été interviewé par, encore une fois, on le cite à tous les émissions, et je pense qu'à un moment donné, on va contacter Scott en direct, on va dire, mec, on te fait la pub pour ton YouTube, il va falloir nous verser un peu des dividendes, hein, parce qu'à un moment donné, non, bref, je déconne. Mais il a été interviewé par Scott Adkins dans Art of Action, et le mec a l'air super sympa, c'est un mec qui est passionné par ce qu'il fait, il s'est entraîné toute sa vie aux arts martiaux, et il a eu cette opportunité un jour de faire un film, et il a mis le doigt dedans, mais ce qu'on peut dire, c'est que sa carrière, elle est pas ouf, quoi, hein, parce que il a fait essentiellement les suites de ses propres films qui ont pas toujours un lien. J'ai pas compris le lien qu'il y avait entre Hong Bak 1, 2 et 3. Je crois qu'il y a un lien entre L'Honneur du Dragon 1 et 2, parce que c'est vraiment une suite, mais... Il y a un lien entre... Hong Bak 1, 2, 3... Il y a un lien entre Hong Bak 2 et 3. Il me semble. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est des préquels. Après, c'est triste, ce mec-là a une filmo catastrophique, parce que il a pas de bon film, en fait. Et en fait, moi, quand on me disait, ouais, Tony Jaa, tu citerais quoi comme bon film, tu me posais cette question-là avant d'avoir revu Hong Bak 1, je te disais, Hong Bak, c'est un super film, Hong Bak. Et en fait, après l'avoir revu, je dis, waouh, ouais, mon Dieu, en fait, c'est compliqué, quoi. Donc, on va vous dire pourquoi. Je pense que L'Honneur du Dragon, j'ai peut-être envie de presque plus le sauver. Donc, mais ça, faut qu'on le revoie, et puis un jour, on vous dira. Après, voilà, il est dans des grosses productions, et peut-être celui que je sauverais, et pourtant j'avais été déçu à l'époque où je l'avais vu, mais c'est le Triple Threat. Il a un second rôle dedans, il n'est pas premier rôle. C'est peut-être le seul plutôt correct, où on ne demande pas trop de jouer la comédie. Ouais, je l'ai pas vu celui-là, je crois. Ouais, peut-être, je sais plus si je l'ai vu en fait. Je le sauve dans Fast and Furious 7. Je le sauve pas dans Jujitsu. Non. Dans Monster Hunter. Monster Hunter. Une catastrophe. Oh mon Dieu. Il a pas de nom. Il s'appelle Le Chasseur, quoi. Ouais. Il est catastrophique dans le film, quoi. Oh mon Dieu, quel film de merde. Excusez-moi, j'aime pas dire ça, hein, mais quel film de merde. Oh. Aïe, aïe, aïe. Enfin, en revanche, non, mais alors, d'après mes souvenirs, mais j'ai pas retrouvé l'info après sur Wikipédia. J'avais vu une interview, en fait, la présentation du film, alors je sais plus c'était sur quelle chaîne, je crois que c'était sur M6, de Hong Bak 3, et il me semble que Tony Jaa avait quitté le tournage en cours de production. Je crois qu'il y avait eu il n'était pas rentré dans une secte, mais il y avait eu quelque chose en fait. Le tournage s'était très très mal passé. Et en fait, ça lui a un peu... il avait disparu des écrans. Totalement. Okay. Il ne sait pas où il est allé. D'accord. Et il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, en fait, c'était pour, il me semble, L'Honneur du Dragon 2. Et puis après, il a commencé à refaire un peu les films, à refaire parler de lui, notamment dans Fast and Furious 7. Il est revenu petit à petit. Mais, ouais... il a disparu à un moment donné, il a plus donné ni de son ni d'image, et on croyait qu'il avait pris sa retraite d'acteur. Ouais, c'est vrai qu'il a commencé assez jeune, hein, parce que le film date de 2003, on se dirait comme ça sur le papier, il a une carrière de plus de 20 ans au cinéma, et pour autant... Il doit faire un film par an, quoi. Enfin, si on le lisse, hein, évidemment, sur toute sa carrière. Après, il y a des moments où il a un peu plus tourné, etc. Mais elle est pas folle, sa filmo. Si on compare à un Scott Adkins qui a peut-être commencé à la même période, il en a peut-être 3 fois plus, quoi. J'en sais rien. Enfin... Et puis, il a fait beaucoup de suites. Et puis, il a fait beaucoup de caméos aussi. Notamment. Ouais, les c'est ça. Donc, on peut pas vraiment les compter comme des vrais films. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Après, en même temps, il est assez limité en jeu d'acteur. Donc, forcément, ça a tendance un petit peu à limiter aussi ses possibilités de rôle. Et puis, comme on le dit assez souvent, les années 2000, malgré quelques acteurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est quand même un cinéma qui est en déclin. Le cinéma d'arts martiaux, bon, il va avoir quelques fulgurances par moment.
Mais c'est vrai que, bon, il n'arrive peut-être pas forcément au bon moment. Je pense que s'il avait été peut-être dans les années... il était né un peu plus tôt et il avait tourné dans les années 80-90, bon, on lui aurait donné plein de rôles, hein, parce que... alors, voilà, oui, non, parce que Ong-Bak, en fait, la sortie de Ong-Bak nous permet d'avoir, mais en DVD, des films sur le Muay Thai, par exemple. Et il y a un truc qui est assez ouf. Alors, j'ai totalement oublié le nom, le titre du film de Gareth Evans. C'est juste avant The Raid. Meranto, voilà, Meranto. Quand tu vois l'affiche de Meranto, ils essayent de faire comme si c'était Tony Jaa qui jouait dedans au niveau du visage. C'est un peu photoshopé. L'affiche qui est sortie... on reconnaît pas... On reconnaît pas Iko Uwais, on reconnaît pas Iko Uwais, Et donc il y a tout. Après il y a eu tous ces films là qui sont sortis, mais grâce à Ong-Bak. Et Ong-Bak 2 a été un carton en Thaïlande. Ong-Bak 3 a été un succès, a eu un succès un peu moindre, mais il me semble que Ong-Bak 2 est sorti au cinéma chez nous. Le 3 je ne pense pas, mais je pense que il me semble que le 2 est sorti quand même au cinéma chez nous. Ça a pas marché. Mais c'est vrai, ce qu'on peut dire, c'est que le Ong-Bak en fait a donné naissance en fait à tout plein d'ersatz en fait de films qui reprenaient en fait les codes couleurs des jaquettes, tu vois, les codes un peu très orangés, tu vois, j'en ai un ou deux qui me viennent en tête, mais Born to Fight, tous ces films là où t'as l'impression que c'est les mêmes affiches, tu sais, et pour autant, c'est du film thaïlandais exactement, mais ça a donné, je pense qu'on n'a pas tout eu, hein, clairement, mais en tout cas, on avait pas mal de films qui, je te dis, qui ont surfé un petit peu justement sur le succès de Ong-Bak, et en reprenant un peu les codes couleurs, etc. Enfin, si, en vrai, faites une petite recherche sur Internet, vous tapez Ong-Bak, et puis souvent vous tombez en fait sur Google vous propose comment dire, les recherches associées, et là vous voyez tout un tas de films en fait qui sont à peu près dans la même période, hein, et qui pour le coup on reprend les codes couleurs, tu vois, et puis ou des acteurs qui ressemblent un petit peu à Tony Jaa, et puis voilà, et puis bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais on peut dire que ça a donné un petit coup de boost au cinéma thaïlandais. Mais voilà, mais ça on va y revenir après dans notre avis, qu'on va rentrer un peu dans le détail dans ce qui va pas dans ce film, parce que c'est un film qui a énormément de défauts, et autant si on prend un peu des films à la même période, c'est-à-dire il est un peu plus proche de nous, c'est-à-dire je pense à Blood and Bones, qui a bien vieilli. Blood and Bones, bon, il date de 2009, hein, si de mémoire je crois. Celui-ci pour le coup il a pris un sacré coup de vieux, tu vois, vraiment un sacré coup de vieux, quoi. Le Ninja avec Scott Adkins, qui pareil est un peu dans la même période, a un peu vieilli par rapport à ses effets spéciaux, mais par contre martialement est assez ouf, quoi, tu vois. Et celui-là, même martialement, on va y revenir, c'est un peu compliqué, quoi. Je vais rapidement parler de son art martial, si tu le veux bien, mon petit Jazz. Et du coup ensuite on va donner notre avis sur le film, et encore une fois ça va être un épisode assez court, parce qu'on n'a pas non plus 50 000 trucs à dire, et on va se le dire, on n'a pas aimé le film tous les deux, parce que ça va être un revisionnage très très compliqué. Tony Jaa en fait il est adepte de la boxe thaïlandaise traditionnelle, donc ce qu'on appelle aussi le Muay Thai. Lui, il est plutôt sur la variante ce qu'on appelle la Muay Boran, qui, en fait, voilà, c'est un peu l'ancienne école du Muay Thai, et c'est un peu le digne représentant. Donc voilà. Mais on retrouve pour autant toutes les clés du Muay Thai, c'est-à-dire les coups de genoux, les coups de coude, la garde atypique du Muay Thai, ce qu'ils appellent alors c'est un nom, mais je suis désolé, je suis pas très très bon. Alors je sais que le Muay Sok c'est le coup de coude, parce que j'en ai fait un petit peu, tu vois, mais j'ai pas tous les noms. Et puis on voit, il y a énormément dans le film aussi toute cette pratique du Muay Thai qui consiste à attraper l'adversaire en fait avec ses deux mains au niveau du cou, et de se servir en fait pour le rapprocher près de soi, pour mettre des coups de pied ou bien dans les côtes, ou bien au niveau du ventre. On cherche à taper le plexus solaire, on cherche à taper des organes type foie, etc., pour justement faire en sorte que
l'adversaire soit KO le plus rapidement possible. Donc c'est des choses qu'on va voir régulièrement dans le film, puisque ça fait partie des coups signature du Muay Thai. Voilà. Et bon, l'avantage de Tony Jaa, c'est quelqu'un qui est assez petit, qui est assez fin et qui est très rapide, qui est très aérien, qui propose des choses assez incroyables. Et martialement, faut le dire, c'est un fou. Enfin, il est assez maboule parce que du coup, il pratique ça depuis qu'il est tout petit et c'est sa vie en fait, quoi. Hein. Le Muay Thai, il s'entraîne tous les jours. Enfin voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un mec qui fait preuve d'une extrême précision. Hein. Tout ce qu'on voit en fait dans le film, il le fait vraiment, quoi. Hein. C'est-à-dire que Ouais. alors, d'ailleurs, bon, ils sont tellement fiers qu'ils le fassent vraiment, qu'ils nous le remontent 50 fois. Mais c'est vraiment son truc, puisque c'est quelqu'un qui a fait aussi énormément de démonstrations en public, et qui, tout ce qu'on a vu dans son film, il les remonte en fait en vrai, avec des gens qui viennent faire les cobayes, et c'est assez incroyable, parce que il fait preuve d'une énorme précision sur des trucs complètement baboules. C'est-à-dire que il va vous faire un saut périlleux arrière, retourné, en essayant de mettre un coup de pied, et il va réussir en fait avec précision à venir toucher la tête sans faire mal, quoi. Donc il a une espèce de contrôle et de retenue et de maîtrise dans les coups qui est assez folle. Après, bon, encore une fois, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui est très technique, qui est très expert dans son art martial, je le répète très souvent, mais il faut aussi que l'ensemble soit digeste et l'ensemble ressorte bien à l'écran et s'intègre aussi dans la narration du film, et qui ne fait pas juste l'impression d'être mis là, comme ça, là, ouais, ok, c'est posé là, et puis il faut qu'il y ait une certaine cohérence aussi. Hein. C'est pour ça, on le rappelait dans l'épisode de Fist of Legend, que le fait que le chorégraphe des combats et que le réalisateur soient tous les deux travaillent en synthèse et en symbiose, fait que on arrive à faire intégrer la chorégraphie des combats dans la narration du film et inversement, et ce qui fait que ça fait un truc harmonieux. C'est ce que manque cruellement ce film. Voilà. Quoi dire de plus ? Rien de plus. Hein. Voilà. Si vous le voyez, en fait, il adopte des poses et des gardes vraiment atypiques par rapport au Muay Thai. Il prend des poses différentes qui ont des noms spécifiques. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu et très très fort dans son domaine. Voilà. Oui, t'as raison, hein, quand tu dis que c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui sache se battre. Il faut aussi qu'il y ait la narration qui s'accompagne. On l'a pas dans Don't Back. Écoute, on va dire nos avis. Vas-y, lance-toi. Je vais me lancer. Hein. Écoute, c'est une bande démo. C'est une bande démo d'1h40 pour Tony Jaa. Non, mais on a une introduction qui est plutôt pas mal, où ils vont grimper sur un arbre pour récupérer comment dire, c'est beaucoup trop long. Ouais, voilà. Mais non, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Non, mais après, au-delà de ça, les combats, en fait, au départ, c'est fou parce que quand j'ai vu le film, quand j'étais plus petit, puisque je l'ai vu en DivX. Tout le monde l'a vu en DivX, ce film. Ouais, celui qui ne l'a pas vu me jette la pierre. Hein. Ouais, non, mais j'avais adoré, j'avais le poster à la maison, enfin tu vois, c'était on back quoi, c'était trop classe. J'avais le single de Tragédie, enfin c'était la classe. Mais quand tu le revois, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très mou du genou, les combats j'ai l'impression qu'ils sont ralentis, et puis le problème c'est que on va te remonter 3, 4 fois, 5 fois en fait une scène parce que la cascade est dangereuse, donc du coup ils vont te la montrer sur plusieurs angles. Alors c'est super. Mais faut à user avec parcimonie quoi. Non, pas... mais il faut que ça soit surprenant. Enfin, je suis désolé, il y a des trucs où tu te dis bon, oui, ok. Je suis pas sûr que ça soit. Attends, on va juste rester 2 minutes sur le côté des replays des scènes parce que, là-dessus, ça prend le. Je suis désolé, mais ça prend la personne qui regarde le film pour un débile, quoi. C'est chouette de faire un replay, de le remontrer 1 fois, 2 fois, mais il y a un moment donné, si tu le filmes bien dès le début et que tu le montres sur son meilleur angle dès le début, t'as pas besoin de le remontrer 2 fois ou 3 fois. Et puis ça n'arrête pas, quoi. Ça en abuse. Donc je suis désolé, pour moi, c'est comme des moments où
on est obligé de te rajouter une voix off qui va te décrire la scène. Dans certains cas, c'est vraiment un choix de narration spécifique qui fait que la voix off apporte un petit cachet supplémentaire, mais dans beaucoup de cas, c'est quand même de la fainéantise de narration parce que le mec, au niveau de sa façon de filmer, n'est pas suffisamment bon, ou j'en sais rien, et il se sent obligé de mettre une voix off. Là, c'est pareil. J'ai demandé si le réalisateur, il se sent obligé de repasser 3 ou 4 fois les trucs, etc. On parlera pas des ralentis, parce que les ralentis, pour le coup, c'est encore autre chose, parce que c'était un peu à la mode dans les années 2000 de faire des ralentis, mais là, le problème, c'est que tu as et les ralentis, et en même temps, et on te remonte plusieurs fois la scène sur différents angles. Je suis désolé, il y a un moment donné, si tu te sens obligé de faire ça, c'est que tu as quand même... pour moi, c'est une forme de faiblesse et de fainéantise de réalisation, quoi, clairement. Et puis ça étire le film. Alors la question, je me mets juste un truc, parce que pour les auditeurs vont peut-être nous sauter dessus, parce qu'ils sont peut-être plus experts sur ce film-là, est-ce que c'est peut-être des choses qui font partie du remontage d'EuropaCorp, tu vois? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est EuropaCorp qui est responsable de ça? Je suis pas sûr non plus à 100%, parce que je pense que c'est aussi un parti pris du réal d'avoir fait ça, puisqu'on retrouve les mêmes mimiques dans L'Honneur du Dragon, je sais pas si tu te souviens, qui est fait par le même réalisateur que Hong Bak. Donc bon, je pense que EuropaCorp a fait 2-3 trucs, mais là je pense qu'à mon avis c'est du fait du réalisateur thaïlandais, ce truc-là. Puis on a le sidekick qui est épouvantable, on dirait le Rob Schneider de thaïlandais, quoi. Il est affreux. Ah oui, quoi. putain. Plein la tête, frère Hamlet. Oui, c'est bien toi, n'est-ce pas? Bonjour, Hamlet. Oui. Bah oui, c'est ton ami. Hein, c'est ton ami. C'est pas mon ami, hein, c'est le tien. C'est à toi qu'il parle, que je sache. Alors, comme ça, tu connais ce paysan. C'est dingue, ça. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Ting du village de Nang Pradou. Ça va, attends, je t'arrête tout de suite. Je me souviens pas de toi. Je t'ai jamais vu, misérable. On ne se connaît pas. Est-ce que c'est bien clair? On ne se connaît pas. Mais si, on se connaît, frère Hamlet. Oh, ça suffit, lâche-moi avec ça. Il y a Hamlet qui habitait ton patelin. Bon, moi je m'appelle Georges, je confonds pas. Qu'est-ce que t'attends, mon pied au cul? Allons, il faut se calmer, frère Hamlet. Pardon, frère Georges. Eh, ça va, toi, hein. Pour ce qui est d'emmerder les gens, t'es vraiment la reine. Allez, maintenant dégage avant que ça se gâte. Il n'y a rien qui va dans ce film, en fait. Le problème de ce film-là peut partir sur des bonnes bases si tu fais un scénario simple, efficace, et qui va droit au but. Ce film passe son temps à faire des détours. Tu sens que on tente de te rallonger artificiellement le film. La narration, elle part dans tous les sens. Ça part sur entre guillemets, un tournoi, puis finalement, après, on se rend compte qu'il y a un trafic, et puis ce trafic-là, en fait, t'entraîne sur autre chose. Enfin, c'est un bordel pas possible, ce truc, pour arriver à retrouver une putain de tête de Bouddha, quoi. Enfin, ok, je comprends que c'est important pour leur village, parce qu'ils sont extrêmement catholiques, mais on en fait tout un truc complètement fou, et... Bah, ils sont bouddhistes, ouais. Ce film a un gros... Ouais, c'est ça, mais ce film a un gros problème de rythme, un gros problème de réalisation. Toutes les faiblesses qu'on a dit de répéter, de remonter les scènes, c'est juste atroce. La bande sonore derrière, elle est insupportable. J'en peux plus, en fait. Ces sons là qui passent en constant, tout ça, c'est juste indigeste. Mais c'est sauvé parce que Tony Jaa fait le taf. Mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le gros souci du film, c'est que on n'arrive pas à incorporer, en fait, à faire en sorte que la chorégraphie des combats et ce que nous montre Tony Jaa s'intègre de manière harmonieuse dans le film. Ça ne s'intègre pas. Ça fait quelque chose de complètement hors du temps et qui ne s'intègre pas dans la narration. On sent que c'est là, que c'est mis au forceps. Il faut absolument qu'on te montre ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une démonstration de Muay Thai, enfin de l'art de Tony Jaa, et on te montre tout ce qu'il sait faire, quoi. Et il faut vraiment ne rien oublier, quoi. Il faut vraiment montrer tout ce qu'il sait faire. En fait, en gros, c'est le Festival des Arts Martiaux à Bercy, qu'on a chaque année. Ben voilà, en gros, on te met un petit scénario autour, mais puis en gros, c'est ça, quoi. Et puis, le film a plein de soucis. Il est fauché, ça c'est sûr, mais on ne voit, tu le dis, on ne voit que les mecs qui ont des casques, qui ont des perruques. On voit malheureusement toutes les doublures cascades, qui sont mal intégrées. Ça c'est problématique, quoi. Tu vois, c'est vraiment problématique, quoi. Et ce qui rend le film chiant, moi j'ai passé un très mauvais moment. La VF, elle est pas top. Enfin, la VF, elle sauve un peu le truc. Mais Tony Jaa joue pas bien. Franchement, j'ai vraiment passé un mauvais moment, alors que c'est un film que j'avais adoré étant jeune. Et je pense que c'est là où on se rend compte que on n'a pas forcément le regard aiguisé étant plus jeune. Et que je pense qu'on prend un peu de maturité en vieillissant. Et que
Quand on voit le film, on voit tous ces défauts, et moi, ça m'a sauté au visage tout le long du film, et ça n'a pas rendu le truc hyper intéressant, hyper digeste, et je me suis très fortement ennuyé, à même accélérer toutes les scènes de dialogue de remplissage. J'ai accéléré, en fait, parce que je trouvais pas ça intéressant. C'était vraiment chiant. Et on a quand même choisi une scène, on va y venir tout à l'heure. Elle sauve un peu le film, parce que clairement, on a l'impression que c'est un autre mec qui s'est collé à la réelle d'une partie du combat, qui n'a rien à voir, en fait, avec le reste du film. Je comprends pas, parce qu'elle est bien filmée, pour le coup. On en parlera tout à l'heure. Mais bref, c'est... Je sais pas si tu vas rajouter quelque chose, mais c'est un film qui est très compliqué à la revoyure, où les années 2000 sont passées par là. Les ralentis sont chiants. Enfin, c'est dommage. Et il y a un problème, je rajoute dessus, il y a un problème de sound design, où on ne sent pas l'impact des coups. On a l'impression que les coups portés sont pas hyper puissants, tu vois. Il y a ce côté un peu mou, tu vois. Tout ça fait que je dis pas qu'il fallait faire des bruitages à la... Toi, les trucs comme ça, là. Oh non, on n'en est pas là non plus. Je sais pas si je l'ai bien fait, mais bref. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais quand même, augmenter un peu le son du comment dire, des coups portés, quoi, qu'on donne, enfin, nous, en tant que spectateurs, on ait cette impression de puissance, de coups portés, de vraiment que ça fasse mal et tout, et c'est un peu cheap, en fait, ouais. C'est ça, le problème de ce film-là, il fait cheap. Bon, mon cher Seb, es-tu prêt? Bah oui, je bois un petit coup, hein. Désolé, c'est pas très radiophonique, mais oui, on y va. Mais t'as raison dans ton temps. Oui. Passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. Ça va devenir un running gag de surplacer un cri juste après le générique. Bref. Alors, bien évidemment, quelle scène nous avons choisi? On a choisi la scène finale. La scène finale qui est en deux parties. Deux parties où... Une partie très bien et une partie pas bien. Voilà. Première partie très bien parce que c'est un beat'em all, on va dire. Hein, où Tony Jaa, en fait... alors, il faut dire qu'en fait, il a réussi à trouver comment dire, le Bouddha. La tête de Bouddha, et du coup en fait la tête de Bouddha se trouve dans une grotte où il y a les méchants, et dans cette grotte là ils font du trafic. Précise quand même le truc un peu qui aime, tu te dis, prends les gens pour des cons, parce que lui c'est une petite tête de Bouddha, hein, qui a disparu, et en fait ils font un trafic avec des plus grosses têtes de Bouddha. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a une énorme tête de Bouddha et le combat se passe devant une énorme tête de Bouddha, voilà, qui va beaucoup aider Tony Jaa pendant le combat, il faut le dire. Et du coup, il va affronter un peu les sbires du méchant. Donc en fait, c'est des sbires qui vont avoir des écharpes sur leur tête pour cacher le casque, ou ils vont avoir des moumoutes assez dingues pour cacher les casques. Mais encore que là, je trouve que la scène est vraiment cool parce que c'est plutôt bien réalisé. Il y a des bons coups. C'est pas forcément répété à chaque fois. C'est bien chorégraphié. En fait, on regarde un autre film. Concrètement, cette scène-là, enfin la première partie, tu visionnes un autre film totalement. Tu te dis, mais attends, mais je me suis trompé. Il y a même limite pas le même grain. Pas le même grain de photo. Du tout. Tu vois, il n'y a même pas la même photo. C'est assez. Et je suis en train de me demander si on n'a pas, en gros, laissé Tony Jaa réaliser ce petit segment. Tu sais, je me dis, bon, est-ce qu'il est le bon réalisateur? J'en sais rien. Moi, quand je l'ai revu, je me suis dit, mais c'est un reshoot, en fait, le truc. Tu vois, en fait. Oui, complètement. Il fallait ça a été rajouté, c'est 100% sûr. Oui. 100% c'est un reshoot. Parce que, en fait, moi, j'ai une phrase pour décrire cette scène de fin. C'est comment passer d'une maestra de chorégraphie d'arts martiaux à une scène nanar. Parce que clairement, la scène de fin, elle est limite nanarde, hein. Franchement. Vraiment. Ça fait reshoot. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est intéressant, hein, parce que c'est presque un cas d'école. On n'a jamais eu ça, en tout cas. Enfin, en tout cas, on n'a jamais détecté ça pour l'instant. Où on a cette longue scène qui fait 11 minutes au total. Et que, comme tu disais, qui est en deux parties, avec une partie vraiment super. Et l'autre, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin... Et moi, j'aime beaucoup, alors on va rester un petit peu sur la première partie, et elle est hyper inventive. Bon, il refait quelques coups, mais on remonte pas 50 fois les mêmes scènes. Ça, pas une seule fois dans cette première partie, on vous remonte une deuxième fois. Il y a un ou deux ralentis, mais à aucun moment, on vous remonte la scène 2 fois ou 3 fois. Et c'est pour ça qu'ils disaient ça au début, en fait, dans l'épisode,
c'est là où on se rend compte que il n'y a pas besoin en fait. Parce que si tu le filmes bien dès le début avec le bon angle, la bonne intensité, le bon dynamisme et surtout derrière un bon mec qui chorégraphie bien l'ensemble, tu n'as pas besoin de remonter 2 fois la même chose. Et ça marche très très bien parce que cette scène-là, elle est efficace, elle est super. Franchement, je me dis putain, il aurait dû s'arrêter là quoi. Après, il faut qu'il affronte le boss de fin. Mais clairement, elle est top cette scène. Il y a un petit truc qui est un peu what the fuck, c'est à un moment donné, il bloque une scie à métaux avec ses coudes, avec ses avant-bras. Et voilà, c'est un peu chelou. Et il y a 2-3 moments, des petites errances comment dire, on te montre, on passe à une autre scène parce que il y a en fait, il vient pour empêcher que le sidekick relou, le Rob Schneider de Thaïlande, se fasse pendre parce qu'il est suspendu à une corde. Il y a des moments en fait où tu sais pas ce que fait Tony Jaa pendant que on a un gros plan sur son pote, et j'ai même limite me dit en fait il est assis par terre, il attend, il regarde, et puis dès que la caméra arrive sur lui, il se met à bouger. Il y a un truc très bizarre en fait dans la manière tu penseras à ça quand on regarderait la scène. C'est très très bizarre, mais ça n'empêche que la scène est cool. Et il vient à bout de tous ces mecs-là avec des coups vraiment très très chouettes. Il y a des coups de pied sautés. Il y a le fameux coup de pied que fait d'ailleurs Scott Adkins dans pas mal de ses films. Et en fait, on le doit à Tony Jaa en fait, puisque c'est Tony Jaa techniquement qui l'a fait en premier, puisque Hong Bak est sorti avant Ninja. C'est ce fameux coup de pied où Scott Adkins fait une rotation en l'air. On a l'impression en fait qu'il va taper avec son pied logique qui serait donc ce coup de pied qui amènerait la rotation. C'est très difficile à décrire à l'audio. Et en fait, il prend son pied inverse et il tape avec le pied inverse de ses jambes. C'est très mal expliqué. Regardez la scène, vous allez comprendre. Vous allez reconnaître le coup, puisque c'est le coup que Scott Adkins fait dans Ninja, qui fait dans Undisputed. Voilà, il le fait à nombreuses reprises, et pour le coup, Ninja le fait très très bien. Mais il y a vraiment des coups très très cool. Il y a plein de ces coups signatures qui va nous ressortir à toutes les sauces après dans tous ces autres films. Mais là, c'est la première fois qu'on voyait ça, donc franchement, ça fait le taf. Et encore une fois, cette scène-là sauve pas le film, mais regardez juste cette scène-là et vous allez voir l'étendue du talent de Tony Jaa, quoi. Totalement. Et puis on a la deuxième partie qui est un peu moins fun, qui est un peu plus, classique. C'est-à-dire, c'est l'affrontement. Alors juste avant, en fait, il y a des gens de son village, qui lui ont donné une sorte de feuille. Et à l'intérieur de cette feuille, il y a, alors je sais pas ce que c'est. Une certaine forme, un bout de bois ou autre, et en fait il va le manger. C'est le haricot de Dragon Ball en fait, ça lui redonne la force en fait, c'est ça. Et du coup ça va être un peu plus classique, il va se battre contre le grand méchant du film. Grand méchant en fait qui va se trouver, ridicule, puisque l'acteur ne fait aucune de ses cascades de combat. Et donc du coup, en fait, on va se retrouver avec un acteur qui a une perruque de malade. Et en fait ça décrédibilise vachement la scène, puisque Tony Jaa se donne à cœur joie à donner des coups, même le méchant à la limite, il est assez efficace, mais dès que tu vois ça, et puis en plus c'est visible, ça te gâche un peu le film. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé alors vas-y, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. J'ai trouvé un truc un peu bizarre aussi, et je sais pas si tu as eu la même sensation. J'ai trouvé qu'en fait la scène finale, les coups du méchant n'étaient pas percutants. C'est-à-dire que c'était des trucs mous qui balançaient. Ouais. En fait, on faut rappeler pour le contexte pour les auditeurs, et je vais répondre à ce que tu me dis, parce que c'était là où je voulais en venir. Il l'a déjà affronté une première fois, le personnage du méchant, dans un combat classique de Muay Thai sur un ring et compagnie. Le combat est assez chouette. Et là, pour le coup, dans le souvenir que j'ai du film, ça a l'air d'être vraiment lui qui fait la scène. Tu vois, on voit vraiment le mec parce que la scène est bien éclairée, tu vois, il y a de la lumière, alors que cette scène-là, elle est quand même assez sombre. La lumière est pas ouf, pour bien essayer de montrer le moins possible le visage du mec. Et j'ai l'impression, en tout cas, dans le premier combat qu'il affronte, il affronte vraiment l'acteur. Ouais. Je suis en train de me poser la question si l'acteur s'est pas blessé pendant le film. Ah, peut-être. Ce qui fait qu'ils ont eu recours, tu vois, qu'ils ont eu recours à une doublure et qui se voit en fait.
Et comme tu le dis, en fait, on nous vend un personnage qui est ultra fort, qui est dopé, il faut le dire. Hein. C'est un mec qui prend des produits dopants pour être très fort. Et c'est un mec qui, les coups font mal, comme tu le soulignais. Et en fait, il a une résistance aux coups. Il ressent rien, en fait. Ouais. Sauf que là, en fait, comme tu le dis, ils se battent tous les deux. Tony Jaa prend un peu le dessus. Il est plus fort que lui. Alors, est-ce que c'est l'effet d'une espèce du haricot de la tour Karine, je sais pas, peut-être. Ref à Dragon Ball, hein, pour ceux qui l'ont. Ce qui fait que Tony Jaa a le dessus, et puis en fait, à la fin, il s'injecte, en fait, il va se mettre 4 seringues dans le cœur qui va appuyer dessus pour décupler ses forces, et on ne trouve pas forcément plus fort. Et il va finir par se faire déglinguer. Et je te rejoins, ouais, on trouve qu'il est mou, mais en fait, le problème, c'est que son doubleur, il n'a pas la même carrure, en fait, quoi. Il est beaucoup plus chétif, il y a les cheveux qui vont pas. Enfin, toi, on voit très bien que c'est une doublure, c'est très mal fait, même si on essaie d'assombrir l'image pour montrer que c'est lui. Donc, je miserais sur le truc. Mais ouais, ce qui rend le truc un peu nanar, je vais donner les 2 trucs nanar, c'est qu'à un moment donné, Tony Jaa, dans le combat, est un peu dépassé par les assauts de l'ennemi. Il se fait étrangler par l'ennemi, et Tony Jaa va tourner la tête et regarder, en fait, Bouddha. Et il va puiser la force dans Bouddha, et Bouddha va lui donner la force d'arriver à contrer l'étranglement. Et c'est un peu nanar, parce qu'il prend le temps de tourner la tête, de regarder Bouddha, et t'as un échange, Bouddha le regarde, il regarde Bouddha, il se regarde, enfin bref, toi, c'est un échange, c'est une petite bromance avec Bouddha, là. Et là, il reprend la force, et il reprend le dessus. Et le deuxième truc qui est nanar, et là, je me dis, non, mais les mecs, vous pouvez pas faire ça. La flamme dans les yeux, quoi. Ah, la flamme dans les yeux, ouais. La flamme dans les yeux pour le coup final, quoi. Non, tu peux pas faire ça. Putain, mais non, gâche pas tout, quoi. C'est déjà pourri ton film, va pas rajouter une flamme qui a rien à foutre ici, quoi. Ouais, flamme dans les yeux, quoi. Putain, sérieux. Il a quoi? Il a enflammé son ki intérieur? Non, mais non. C'est pour ça que cette scène-là, elle est bien, parce qu'elle montre comment tu peux, en l'espace d'une scène, passer du meilleur au pire, quoi. Ouais, du très bien chorégraphié à limite nanar, quoi. Et puis on terminera par le mannequin mousse qui se prend le double coup de genou de Tony Jaa et qui traverse l'échafaudage en bois, parce que finalement il n'était pas mort et il s'est relevé tel le finishim, tu sais. Enfin bref. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, mais c'était c'était compliqué. C'était pas non plus, c'était pas un super film. J'ai quand même hâte de revoir Le Honneur du Dragon, parce que j'avais un bon souvenir de ce film-là, donc j'espère ne pas me tromper. Mais voilà, Hong Bak, c'était pas ça, et voilà, ça arrive aussi de se planter, de revoir des films qui sont finalement pas ouf. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission-là. Bon, voilà, revoir Hong Bak, c'était pas la meilleure idée, mais voilà, au moins on a introduit Tony Jaa, puisqu'on l'avait pas encore introduit. Donc, ouais, voilà, c'est cool. Et clairement, en fait, si tu veux, c'est... On s'est dit, on a parlé en off tous les deux, on s'est dit, est-ce qu'on le fait vraiment, quoi? Parce qu'on n'a pas passé un bon moment, et en fait, il faut de temps en temps, on se dit, parce qu'on s'est pas interdit de voir des mauvais films, quand c'est pas un nanar, et on s'est dit, voilà, faut qu'on le fasse, et ça nous arrive à 2-3 reprises, hein, et celui-là, clairement, en fait, j'ai même envie de vous dire, faites-nous des retours, qu'est-ce que vous pensez de Hong Bak, quel souvenir que vous avez si vous l'avez vu il y a longtemps, et si vous l'avez vu il y a longtemps, on vous encourage à le revoir pour nous donner notre avis, et voir si on est les seuls à penser ça, mais c'est un film qui a extrêmement mal vieilli et pas hyper agréable à regarder, quoi. Donc bref, c'est comme ça arrive, et il y a suffisamment de films pour se contenter, mais on sera pas tout le temps hyper emballé, mais c'est comme ça. Bon, mon cher Seb, on va se quitter, mais on se retrouve dans 15 jours. Alors, on se retrouve dans 15 jours ou un peu plus. Voilà, on n'a pas encore établi le planning, parce qu'en fait, et j'explique. Oui, monsieur. En fait, on a l'épisode Nanar qui va arriver. Oui. Voilà. Mais il y a aussi un super hiking dans tes films préf qui arrive aussi. Donc, et je serais tenté de le proposer aux auditeurs entre celui-là et le film Nanar. Voilà, c'est ça. Mon point de vue. Parce que ah non, mais je suis d'accord, parce que le film Nanar, alors le hiking dans tes films préf est incroyable, mais en plus de ça, le film Nanar est aussi incroyable. Donc, on vous annonce quand même un mois
vraiment incroyable avec un kick dans tes films préf et un nanar. Donc dans tous les cas, en fait, on se retrouve dans 15 jours. Dans tous les cas, voilà, bah ça sera toi. Et ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que comment dire, le high kick dans tes films préf, notre invité, on va garder un peu son comment dire, son identité un peu secrète pour l'instant, a battu tous les records. C'est notre épisode à ce jour le plus long parce qu'il fait plus de 2 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai réalisé une forme de petite satisfaction personnelle de pouvoir enregistrer avec cette personne qui est géniale, que j'admire énormément dans le monde podcastique. Voilà, je le dis ici. Et que quand il a accepté l'invitation, j'ai dit non mais trop bien quoi. Et en fait, on a passé une super soirée à discuter films d'arts martiaux. Donc j'espère que vous aurez cette même sensation en écoutant l'épisode qui va être assez long. Et c'est pour ça qu'on se permet du coup de laisser 15 jours entre cet épisode-là et le high kick dans tes films préf, et on va vous relaisser 15 jours entre high kick dans tes films préf et le film nanar. On décale un peu la programmation, mais ça sera un petit peu un épisode un peu exceptionnel, donc c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. Voilà, quoi dire de plus, écoutez, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Mon cher Seb, on se dit du coup... Alors, on se dit pas dans 15 jours puisque en fait moi je ne serai pas dans cet épisode-là, mais on se dit du coup dans un mois avec l'épisode nanar. Ouais. Voilà. Bon allez, bisous tout le monde et à plus. Ciao tout le monde.